Merci d'être avec nous ce soir. C'est pour cette première nocturne féministe de la saison automnale. Je ne sais pas si vous étiez déjà venus sur la saison du printemps. Je vois un petit oui et des non. Pour vous redire, si vous êtes nouveau, nouvelle parmi nous, les nocturnes féministes, donc c'est les premiers jeudis du mois. On invite, en tout cas pour cet automne, une autrice, ce soir Céline Pie, qui va venir donc discuter avec nous de son ouvrage, en l'occurrence Déviriliser le monde. J'en emprunte maintenant. Vous pourrez, si vous voulez, acheter, faire dédicacer à la fin de cette discussion. Donc le but, ça va être d'avoir quelques thématiques ensemble, et puis vous allez pouvoir réagir, interagir. Vu qu'on a un petit groupe en plus, ce sera d'autant plus confortable. Juste pour voir situer, parce que j'ai l'impression qu'il y a plutôt des nouvelles têtes, un petit peu pourquoi on s'intéresse au féminisme ici au FRAC. Peut-être que c'est une question qui vous a traversé l'esprit. Ça fait plusieurs années quand même qu'on s'y intéresse à travers des expositions, à travers des événements. On a ouvert il y a quelques semaines la Biennale de Vierzon. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à Vierzon. Allez-y, vous allez voir, il y a des œuvres partout dans la ville. 50aine d'artistes et architectes femmes ont été invités pour créer des œuvres sur place. Ce week-end, il y a un atelier d'artistes, par exemple. Si vous ne savez pas quoi faire samedi, vous pouvez aller à Vierzon. Et tout ça pour vous dire que c'est dans une globalité, en fait, de projets artistiques et culturels. Parce que nous, le FRAC, centre spécialisé en architecture, comme ça, on ne fait pas forcément le lien avec le féminisme, mais pourtant, en y regardant d'un tout petit peu plus près, on se rend compte de notre collection à plus de 22 000 œuvres. Il n'y a quasiment que des hommes, il faut se l'avouer. Donc, mettons un peu l'accent sur les femmes. Donc voilà, ce soir, ce qui nous amène avec Céline Pie. Et puis il y a deux autres dates que vous retrouverez dans notre petit programme. Le mois prochain avec Toufat Moutaré, qui vient d'écrire Le Feu du Milieu, qui est sorti pour la rentrée littéraire. Et puis en décembre, ce sera Le Peuple des femmes, de Fabienne Brugère. Mais donc je vous laisse la parole ce soir. Merci beaucoup d'être venu au FRAC Centre et bonne soirée. Merci beaucoup de m'accueillir ce soir. Et je vais... Merci Céline, en tout cas d'être présente. Donc effectivement, ce soir, première partie de soirée pour présenter votre livre, le livre Déviriliser le monde, donc aux éditions Rue de l'Échiquier. Céline, vous êtes économiste, féministe, engagée depuis 10 ans dans la lutte contre les violences masculines et le sexisme. Vous êtes aussi présidente, porte-parole de l'association Oser Féminisme, beaucoup de casquettes, membre de son conseil d'administration, si je ne dis pas de bêtises. Vous vous occupez du système porno-criminel, lieu de violence extrême à l'encontre des femmes, et Déviriliser le monde est votre premier essai. L'idée, c'est de présenter une utopie féministe qui vise à émanciper les femmes, à déviriliser une société tout entière, baisser un niveau de violence dans une société en combattant l'idéologie viriliste du monde, tel pourrait être le nouveau paradigme. Voici un peu l'entrée en matière de votre livre. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ce manifeste aujourd'hui, et est-ce que c'était une commande ou une volonté de votre part de parler en votre nom sur ce sujet-là? Non, c'était pas une commande. Merci pour cette présentation. Et j'ai une autre casquette depuis la sortie du livre, où je suis présidente de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité. Et le Haut Conseil à l'égalité, c'est un organisme indépendant avec plusieurs dizaines d'experts qui sont chargés d'établir des préconisations et des recommandations au gouvernement en termes de politique publique d'égalité femmes-hommes. Donc j'espère qu'on va pouvoir aussi avancer parce que le féminisme, c'est évidemment politique. Et on va parler effectivement politique ce soir. Alors non, ce n'est pas une commande du tout. Pourquoi j'ai eu envie d'écrire J'ai eu envie d'écrire parce que je suis rentrée d'abord dans le féminisme par le militantisme, c'est-à-dire par l'action. Ça veut dire que d'être sur le terrain. Il paraît qu'aujourd'hui, ce soir, il y a une manifestation pour soutenir les Iraniennes à Orléans. Donc moi aussi, j'étais il y a quelques jours à Paris à soutenir les Iraniennes. Et on commence le militantisme par être dans la rue, dans les manifestations, en faisant des collages, en faisant des actions, en faisant des manifestations. Et ensuite, en essayant de transmettre. Et je pense qu'après un certain nombre d'années militantes, qui étaient des années de terrain, j'ai beaucoup appris parce qu'en fait, d'être sur le terrain, c'est concret et c'est à ce moment-là qu'on s'interroge et qu'on essaie d'ancrer sa pensée. Et Oser Féminisme est une bonne école de formation féministe et j'avais envie de transmettre. Et j'avais envie de transmettre un certain nombre de choses, et en particulier, c'est l'architecture du bouquin qui a été pensée comme telle.
vous verrez, c'est que chaque chapitre s'ouvre par une féministe, par une citation, plus qu'une citation, souvent il y a 2-3 pages, vraiment un morceau de texte d'une féministe qui a permis d'ancrer les positions de féminisme, mais plus précisément aussi les convictions politiques et féministes. Et cette filiation vraiment envers d'autres penseuses féministes, certaines sont contemporaines, par exemple, je cite bien sûr Alice Coffin, par exemple, sur la question du lesbianisme, mais aussi des féministes plus anciennes, comme Gisèle Halimi, Christine Delphi, qui est une des fondatrices du MLF, une des initiatrices du MLF, ou Andrea Dworkin, qui a milité dans les années 70 et 80, et montré qu'en fait, ce mouvement MeToo, puisque je pense que je suis complètement, moi, baignée dans le mouvement MeToo depuis le début de mon militantisme, est complètement dans la ligne droite des féministes qui nous ont précédés, et nous ne sommes qu'aujourd'hui en train d'être plus puissantes et plus fortes. Et j'avais envie, effectivement, de ne pas oublier notre matrimoine féministe. Donc matrimoine, hein, c'est le mot qui permet de réhabiliter effectivement un certain nombre de penseuses féministes, de penseuses tout court d'ailleurs. Le matrimoine, c'est le fait de penser à sortir de l'invisibilisation des femmes, et c'est ce que fait aujourd'hui le FRAC avec cette belle exposition d'ailleurs de femmes. C'est important pour savoir d'où on vient et du coup où on va. Alors, vous permettez de faire le lien effectivement avec l'actualité. J'aime bien commencer avec l'actualité féministe, et puis bon, il n'y a qu'à piocher, hein. Il y a quand même beaucoup de sujets d'actualité en ce moment. Donc effectivement, en ce moment, on a une mise en lumière en fait donc de Mahsa Amini, donc qui a 22 ans, qui est morte 3 jours après son arrestation pour infraction au code vestimentaire. On a un mouvement médiatique quand même assez fort, justement aussi soutenu, en tout cas en France, où on voit des personnalités se couper les cheveux en hommage en fait à cette femme. Qu'est-ce que vous pensez justement du traitement médiatique de ces derniers jours, et qu'est-ce que ça révèle quelque part de cette violence finalement que vous exprimez en fait dans votre livre sur la question de la virilité, de la masculinité toxique en fait? La façon dont sont traités les médias en Iran ou en France? D'accord, ok. En France, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que le mouvement féministe a répondu présent. Il y a vraiment des manifestations partout en France pour les soutenir. Et je pense qu'il faut être clair sur les Iraniennes aujourd'hui. Les Iraniennes sont littéralement des héroïnes, puisqu'on a des jeunes femmes très très jeunes. Peut-être qu'avec vous avez vu tourner les images sur les réseaux sociaux, on a même des adolescentes qui sont dans une école, dans un lycée, qui tournaient ces derniers jours dans les réseaux sociaux. Elles ont 14 ans, 15 ans, et elles enlèvent toutes leurs voiles et elles chassent de leur école un responsable de l'éducation nationale iranienne pour lui dire dehors, et elles le mettent dehors littéralement. Et puis d'autres vidéos où elles font comme ça des doigts d'honneur à la figure du mollah. Donc il y a quand même une mise en danger de ces femmes, bien sûr, et elles risquent leur vie aujourd'hui. Pour rappeler quelque chose, c'est que tous les systèmes totalitaires, et en particulier toutes les théocraties, sont contre les droits des femmes, et que ce soit en Iran ou avec bien sûr le retour des talibans, on est vraiment sur, je dirais, le caractère le plus violent du patriarcat, et surtout de l'utilisation des religions comme instrument d'oppression. Pour la question sur la question de la France, je pense que le mouvement de réaction a été assez spontané dans le mouvement féministe et assez suivi, ça c'est intéressant, et ça c'est important. Et puis je pense que ce qu'il faut dire aussi, c'est de voir un petit peu aussi le jeu de l'extrême droite dans tout ça, et de ne pas être dupe du jeu de l'extrême droite. Ça je l'explique très bien dans le livre, hein. On peut tout à fait dire que les religions sont un outil d'oppression masculine, que ce soit le pape qui soit opposé à l'IVG, ou que ce soit les imams qui forcent les femmes à porter le voile en Iran ou en Afghanistan, et en même temps ne pas être dupe sur la façon dont les droits des femmes sont instrumentalisés par l'extrême droite. Et par exemple, l'extrême droite aujourd'hui vise, depuis des années que je suis porte-parole de féminisme, utilise les droits des femmes pour attaquer les femmes musulmanes en France, ou attaquer les féministes en disant qu'elles se trompent de combat. Donc il y aurait des bons combats, il y aurait des mauvais combats,
Et heureusement, Éric Zemmour ou l'extrême droite est là pour nous rappeler quels seraient les bons combats. Donc, par exemple, quand on parle de l'écriture inclusive, vous avez toujours quelqu'un d'extrême droite qui va dire, et je l'ai vécu 1000 fois sur des plateaux assez outranciers, mais il y a plus important, il y a les femmes afghanes. Oui, effectivement, les femmes afghanes sont effectivement victimes d'une barbarie sans nom, mais ça ne veut pas dire pour autant que nous devons arrêter de parler de l'écriture inclusive. Et bien sûr, l'extrême droite instrumentalise aussi cette question pour se focaliser uniquement sur des attaques racistes envers les femmes musulmanes françaises. Et donc je pense que sur cette question du voile, il faut premièrement pas tout mélanger, et deuxièmement être extrêmement clair sur deux choses: avoir une position intersectionnelle et antiraciste d'un côté, et de l'autre, garder effectivement ce que les féministes ont toujours fait, c'est-à-dire la dénonciation des religions. Mais ce n'est pas en attaquant les femmes musulmanes qu'on critique les religions, c'est en attaquant le pape, c'est en attaquant les imams intégristes, c'est en attaquant les théocraties, et c'est en attaquant les hommes qui dirigent aujourd'hui les religions qui oppriment les femmes. Alors, un lien important avec ce que vous dites, effectivement, c'est l'importance finalement des mots, du langage. Vous parlez de l'écriture inclusive, mais vous citez effectivement beaucoup d'autrices, on va en parler tout à l'heure, dont Andrea Dorquin, donc qui parle de la violence masculine. Il y a toute une importance sur la notion de langage performatif. Pourquoi c'est important justement d'inclure la femme en fait dans les mots, que ce soit dans la notion de harcèlement de rue, les violences faites aux femmes, vous en parlez très bien. Ce qui est très intéressant dans votre ouvrage, c'est au-delà, vous remettez en place toutes les statistiques qui sont édifiantes sur ces violences-là. Est-ce que vous pouvez déjà nous parler un petit peu plus du travail de cette autrice qui est quand même passionnant, et puis aussi pour vous l'importance justement du langage performatif, est-ce que vous y pensez? Ah oui, ça c'est évident, et d'ailleurs les mots dans le féminisme c'est la base. Les mots en fait forment bien sûr la pensée. Une des premières campagnes que j'ai menées à Oser Féminisme, elle date de 2015 et elle s'appelait Reconnaissons le féminicide. Et à l'époque, nous sommes avant MeToo, et vous pouvez aller voir d'ailleurs, c'est encore en ligne, on avait fait un site internet qui expliquait le terme de féminicide qui était déjà utilisé en Amérique du Sud mais pas en France, et on expliquait justement le caractère systémique de la violence faite contre les femmes, de la violence intrafamiliale comme on l'appelle, moi je préfère l'appeler violence masculine, et le fait que les termes utilisés par la presse à l'époque, tels que crime passionnel, étaient problématiques. Crime passionnel, on avait jalousie mortelle, il a pété un câble quand il a appris qu'elle l'avait trompé, etc. Donc il y avait tout un vocabulaire, en particulier par les journalistes, qui visait à banaliser, euphémiser les violences qui étaient produites, et ensuite surtout invisibiliser le caractère systémique. C'est un système effectivement de violence. Et ce qui est très rigolo, c'est que 2015, ça vous semble c'est assez proche finalement, et on s'était fait dégommer par l'ensemble de la presse. Il y a encore des articles sur internet, vous pouvez aller voir, notamment les Inrock, qui sont quand même une presse qui est supposée quand même être un petit peu marquée à gauche, mais c'était un peu les Inrock période Ligue du LOL, si vous vous souvenez. Donc, qui avait fait des articles en disant mais qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que c'est que ce mot, c'est ridicule, comme si un homicide n'était pas égal à un féminicide. J'avais même fait un plateau télé sur CETA où je m'étais fait démonter par quelqu'un de la Ligue des droits de l'homme, rien que ça, la LDH, qui m'avait dit que n'importe quoi, tuer quelqu'un c'était pareil que ce soit un homme ou une femme, et qui refusait le terme de féminicide. Le terme de féminicide s'est imposé dans le débat en 2017. Il a même été repris par Emmanuel Macron qui, surfant sur la vague du féminisme et de MeToo, a déclaré la grande cause du quinquennat comme la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, et qui a utilisé avec Marlène Schiappa le terme de féminicide, et les médias avec eux. Et il y a eu une forme de basculement. Et là, maintenant, aujourd'hui, le terme de féminicide s'est imposé dans le débat public. Et c'est extrêmement, extrêmement important d'utiliser ce terme et de ne plus parler de crime passionnel. Et vraiment aujourd'hui, la presse, quand elle utilise ces termes qui visent à invisibiliser le système de violence, se font tracher. Donc les mots sont importants, et on a fait ce travail sur les mots sur plein de choses. Par exemple, pédophilie. Pédophilie, en fait, étymologiquement, ça veut dire aimer les enfants. Donc aujourd'hui,
les féministes, on travaille activement, en fait, on a même des réunions où on se réunit, on pense aux mots, c'est extrêmement central dans notre pensée, où aujourd'hui, maintenant, la presse reprend le terme que nous utilisons depuis des années, qui est pédocriminalité. Et pédocriminalité, ça dit les choses, ce sont des violences criminelles contre des enfants. Et non plus un acte d'amour envers un enfant, c'est central. Ce travail sur les mots, il est constant. Et Andrea Dworkin, qui est, je pense, une de mes autrices féministes préférées, et ça tombe bien parce qu'il y a plusieurs traductions de Dworkin qui sont sorties ces dernières années. C'est une féministe assez radicale pour son époque, qui a milité dans les années 70 et 80, essentiellement aux États-Unis, et qui a écrit des textes assez incroyables. À l'époque MeToo d'aujourd'hui, en fait, quand on relit Andrea Dworkin, en fait, on ne peut pas retirer une virgule de ce qui est dit. Et elle avait, je dirais, à peu près tout compris 40 ans avant la génération MeToo. Donc ce n'est pas pour accabler les féministes qui sont comme ça hyper motivées en pensant... voilà, on a aussi une filiation et on s'inscrit dans cette filiation, et je pense que c'est un peu le sentiment qu'on a aux féminismes. Et Andrea Dworkin a énormément travaillé sur les mots, et en particulier, toujours sur les mots, par exemple, le titre de mon premier chapitre, en référence effectivement à la pensée d'Andrea Dworkin, je l'ai intitulé « Lutte contre les violences masculines ». On m'a demandé pourquoi j'ai choisi violence masculine. Parce que toute la question, effectivement, la question des violences, c'est l'invisibilisation et le fait qu'aujourd'hui, pendant des millénaires, il faut voir que le viol est une institution de violence contre les femmes multimillénaire, contre les enfants. Ce sont les femmes qu'on a pointées du doigt. Ce sont les femmes qu'on a accusées d'avoir fauté, d'être sorties sans chaperon dans les siècles précédents. Et puis aujourd'hui, on va encore dire à une femme, mais pourquoi tu l'as suivi, pourquoi tu as bu, pourquoi tu avais une jupe courte. Donc une inversion avec le projecteur braqué sur la victime. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est premièrement, deux raisons. Premièrement, il faut un des premiers slogans qu'on avait à Oser Féminisme sur une de nos premières campagnes, c'était « La honte doit changer de camp ». Et effectivement, il faut que la honte qui pèse sur les victimes qui ont vécu des violences sexistes et sexuelles cesse. C'est vraiment, je pense, un message qui est extrêmement fort dans la génération MeToo, et que la honte change de camp, et que ce soit aujourd'hui les agresseurs, les violeurs, qui soient aujourd'hui pointés du doigt. Ça, c'est la première chose qui semble être une évidence. Ce sont les responsables des violences, de ceux qui les commettent, qui doivent être montés du doigt. Et là, les statistiques qui sont implacables. Il y a 99% des auteurs de viols en France sont des hommes. Donc, c'est un problème. Et par contre, quand on regarde la typologie des victimes, il faut voir qu'il y a 94 000 femmes qui sont victimes de viols, d'une tentative de viol ou d'un viol chaque année. Et chiffre encore plus incroyable, il y a 165 000 enfants. C'est-à-dire qu'il y a plus d'enfants qui sont violés en France que de femmes. Et dans ces enfants, on compte environ un tiers de garçons et 2 tiers de filles. Donc, en fait, quand on parle des violences sexistes et sexuelles, si on dit par exemple violence contre les femmes, en fait, on oublie les premières victimes. Les premières victimes, ce sont les mineurs. Les premières victimes, ce sont les victimes d'inceste, ce sont les victimes de viols pédocriminels, et on a vu avec MeToo un certain nombre de scandales qui ont touché un certain nombre de secteurs, je dirais, que ce soit le secteur du sport, avec la question des entraîneurs. Vous vous souvenez peut-être du cas de Sarah Abitbol, qui avait été violée par son entraîneur, et bien sûr, quand on parle de pédocriminalité et de viol pédocriminel, la question de l'Église, avec ce chiffre de la commission Sauvé, qui a estimé qu'il y avait eu 330 000 enfants violés par des prêtres en 4 décennies. C'est gigantesque. Donc violence contre les femmes, ça invisibilise cette pédocriminalité qui fait partie du continuum, ce qu'on appelle le continuum des violences sexistes et sexuelles. C'est que cette forme de déclinaison des différentes violences, mais il y a un point commun à toutes ces violences, c'est l'idéologie patriarcale qui rend légitime les hommes à exercer ces violences contre les femmes et contre les enfants. Et c'est sur cette question qu'on est en train de se battre. Et il est important de nommer les choses, d'où viennent
d'où vient cette violence. Et on a fait le choix aux féminismes d'abandonner par exemple les violences intrafamiliales. Là aussi, ça invisibilise. On sait que sur les violences conjugales, par exemple, il y a 85% des procès pour violences conjugales, les auteurs sont des hommes. Je ne dis pas qu'il y a 100%, il y a 85%. Donc, violence intrafamiliale, là aussi, c'est une invisibilisation. Donc, on a décidé d'utiliser le terme de violence masculine. Pour revenir à Dworkin, elle avait déjà eu toutes ces analyses avaient déjà été menées par Dworkin, et elle analyse effectivement le système de violence organisée contre les femmes comme vraiment un système, je ne sais pas si je peux vous le citer, est-ce que je peux peut-être vous citer un mini extrait de Dworkin que j'aime beaucoup, qui est particulièrement d'actualité, parce qu'elle montre bien que cette éducation, parce que je vous rappelle que cette violence, elle n'a rien de naturel, hein, soyons extrêmement clairs, c'est une construction sociale, hein, le patriarcat, c'est une construction sociale qui fait qu'on éduque aujourd'hui les garçons et les hommes à la violence, et ils se sentent légitimes de commettre ces violences. C'est là où on est assez utopiste, c'est qu'on pense que c'est pas inéluctable, et que en menant ces combats politiques, on peut changer les choses. Et elle explique que la base de cette violence patriarcale est à la base presque de toutes les autres violences. Et ça, c'est intéressant. Je vais vous citer peut-être un tout petit extrait qui, je trouve, est particulièrement intéressant dans la configuration actuelle où on a une résurgence en particulier du fascisme. Il faut être clair, l'extrême droite est extrêmement puissante et forte, et puis la guerre en Ukraine. Alors, ce texte est écrit en 1983, et Andrea Dworkin dit quelque chose puisqu'elle lie la question du viol à la question de la guerre. Je veux dire qu'il y a une relation entre la manière dont les femmes sont violées et elle s'adresse à une assemblée d'hommes engagés pour l'égalité, qui demandent mais qu'est-ce que moi, en tant qu'homme, je peux faire pour faire avancer l'égalité femmes-hommes. Et elle leur dit ça. Je veux dire qu'il y a une relation entre la manière dont les femmes sont violées et votre socialisation à violer et la machine de guerre qui vous broie et qui vous recrache. La machine de guerre à travers laquelle vous passez, tout comme cette femme passée dans le hachoir à viande de Larry Flint sur la couverture du magazine Hustler. Vous feriez sacrément mieux de croire que vous êtes impliqués dans cette tragédie, que c'est aussi la vôtre, parce que vous devenez des enfants soldats à partir du jour où vous êtes nés. Et tout ce que vous apprenez sur comment mettre de côté l'humanité des femmes vient s'ajouter au militarisme du pays dans lequel vous vivez et du monde dans lequel vous vivez. Cela s'intègre aussi au système économique que vous prétendez souvent combattre. Et le problème, c'est que vous croyez que c'est ailleurs. Et ce n'est pas ailleurs. C'est en vous. Les Macs et les faiseurs de guerre parlent pour vous. Le viol et la guerre ne sont pas si différents. Et ce que les Macs et les faiseurs de guerre font, c'est vous rendre si fiers d'être des hommes qu'ils peuvent l'avoir dure et la mettre profond. Et ils prennent cette sexualité acculturée, ils vous mettent dans des petits uniformes et ils vous envoient tuer et mourir. Si vous êtes effrayés par la montée du fascisme dans ce pays, et vous seriez bien stupide de ne pas l'être en ce moment, alors vous feriez mieux de comprendre que la racine du problème a quelque chose à voir avec la domination masculine et avec le contrôle des femmes, l'accès sexuel aux femmes, les femmes comme esclaves pour la reproduction, l'appropriation privée des femmes, c'est le programme de la droite. Dans un contexte aujourd'hui, on a d'un côté Poutine, qui est bien sûr un dictateur qui lance une guerre contre l'Ukraine, mais qui est aussi un masculiniste, hein, qui est aussi là pour rétablir l'idéal d'une famille conservatrice. Il a par exemple, il y a 2 ans, supprimé le délit de violence conjugale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut frapper sa femme en Russie. Il a attaqué bien sûr les communautés LGBT, donc il a eu une position homophobe et antiféministe puissante. Et puis, plus près de nous, Zemmour, on a beaucoup parlé pendant la campagne présidentielle du racisme de Zemmour, mais avec son racisme, il y a aussi un masculinisme extrêmement puissant
il a écrit un livre il y a quelques années qui s'appelait Le Premier Sexe, et qui justement, si moi le titre de mon livre est Déviriliser le monde, lui s'inquiétait de cette dévirilisation du monde. Et il dit des choses assez atroces dans ce livre, comme le pouvoir est d'essence masculine, parce que le pouvoir, c'est la domination, c'est la quintessence de la domination, et donc les femmes sont inaptes au pouvoir, les femmes sont inaptes, et dès je crois qu'il y a une citation de son livre qui est dès que les femmes investissent un lieu de pouvoir, le pouvoir s'évapore. Voilà. Et donc c'est un pamphlet antiféministe primaire, et il a une haine extrêmement féroce des mouvements féministes qui viennent justement perturber cette idéologie masculiniste et raciste qui l'a malheureusement mené à faire cette campagne présidentielle particulièrement nauséabonde. Et justement, vous en parlez dans votre livre, donc déjà de cette fameuse grande cause du quinquennat de Macron, l'égalité homme-femme, savoir là, de se dire que c'est la deuxième fois qu'il remet ça en place. Et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui a avancé? Qu'est-ce qui a reculé en termes d'intégrité politique sur le sujet? Et justement, vous parlez aussi de la notion de backlash justement avec Éric Zemmour. Quelques mois après l'élection présidentielle, est-ce que vous pouvez avoir un peu de recul sur la place, en tout cas médiatique, que cette personnalité a prise, et aussi expliquer en quoi finalement, pourquoi le féminisme est politique et doit l'être justement. Oui, le féminisme est profondément politique et le privé est politique. C'est ça que nous apprend la question des violences sexistes et sexuelles, puisque le premier lieu des violences sexistes et sexuelles, c'est le foyer, que ce soit les violences conjugales, que ce soit l'inceste, que ce soit les viols pédocriminels. Ce sont essentiellement c'est quelque chose qu'on rappelle tout le temps, mais 85% des femmes qui sont violées connaissent leur violeur. C'est encore plus vrai chez les enfants. C'est tout le temps l'entourage, que ce soit un PPDA sur des jeunes journalistes en position de vulnérabilité ou un Polanski dans le cinéma. C'est effectivement le foyer. Donc le privé est politique et le féminisme est éminemment politique. Pour revenir sur la question de la grande cause du quinquennat. On est entre nous, je peux un peu tracher. Non, je vais être très claire. Qu'est-ce qu'on a gagné, puisqu'on est en train de fêter aujourd'hui les 5 ans de MeToo. MeToo s'est déclaré en octobre 2017, avec bien sûr l'affaire Weinstein aux États-Unis, où Weinstein, effectivement, violait les actrices, et celles qui refusaient d'être violées étaient blacklistées à vie et voyaient leur carrière fracassée. En France, en 2017, on a eu aussi notre MeToo. On a eu Balance ton porc lancé par Madame Muller. J'ai oublié son prénom, mais pardon. Vous allez m'aider? Madame Muller, on va dire. Voilà. Et surtout, on avait à ce moment-là également le premier Oser Féminisme était devant la Cinémathèque française. C'était notre MeToo français, pour manifester contre Polanski, déjà, bien avant les Césars. Les Césars, c'est en 2020, où on a effectivement perturbé un petit peu l'ordre de la cérémonie. On était devant la salle à foutre le feu, on était plusieurs centaines. Mais dès 2017, on se mobilise déjà sur le fait que, effectivement, les agresseurs, les violeurs, ce ne sont pas des inconnus dans la rue qui vous menacent avec un couteau. Ce scénario-là qui est très très prégnant dans la tête des gens, en fait, c'est un scénario qui est extrêmement marginal. L'essentiel des viols sont commis par des gens qui sont en situation de pouvoir pour pouvoir garantir leur impunité. Et donc de dévoiler cette situation de pouvoir, et en particulier le fait que Polanski ait été accusé par une douzaine de femmes d'avoir été violé enfant, mineur, et qu'il était quand même en fuite sous le coup parce qu'il a voulu échapper à son procès. Nous étions en 2017 devant la Cinémathèque pour contester le choix qui avait été fait par le patron de la Cinémathèque de faire une rétrospective et de le mettre à l'honneur pendant 6 mois à la Cinémathèque. On était accompagnés des femelles, les femelles sont rentrées, on a foutu le bazar, c'était vraiment cool. Franchement, c'était très très cool. Et je pense que ce qu'on a gagné avec MeToo, c'est justement changer la perception du grand public sur cette question-là, sur le fait que, oui, ce sont des hommes qui sont dans une situation de pouvoir
et qui sont capables, par leur situation de pouvoir envers une femme ou envers un enfant, de construire leur impunité et de construire le silence. De construire le silence quand vous êtes Polanski, quand vous êtes PPDA, vous êtes en capacité d'imposer le silence sur votre victime. Et donc, ce travail, il a commencé en 2017, et je pense que ce qu'on a vu ces dernières années, c'est qu'on a, je pense, remporté, en tout cas largement, je pense, cette bataille culturelle. Aujourd'hui, dans nos associations, moi je suis un petit peu vieille, j'ai 40 ans, mais il y a vraiment une génération de jeunes femmes. Il y a quelqu'un qui rigole, mais moi je suis très fière d'avoir 40 ans et j'aime bien être vieille. Voilà. Non, mais justement, le féminisme lutte aussi contre l'agisme et je suis très heureuse d'avoir 40 ans. Donc rien de péjoratif au mot vieille, mais effectivement, les nouvelles générations de féministes sont incroyablement beaucoup plus conscientisées que moi je l'étais à leur âge, quoi. Enfin, vraiment, elles sont d'attaque. Il y a pléthore de livres féministes dans les librairies, il y a pléthore de mobilisation. Il y a pléthore de choses sur les réseaux sociaux qui se passent tous les jours et on n'a jamais vu une génération, depuis les années 70, je pense, aussi mobilisée sur cette question. Par contre, sur le versant politique, voilà, et sur ce qu'a fait Macron aujourd'hui, la difficulté, c'est que, faut être clair, les chiffres ne baissent pas. Les chiffres ne baissent pas, les chiffres des plaintes augmentent, donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que les femmes sont plus en capacité de parler et de franchir la porte du commissariat, même si c'est pas toujours facile, et d'aller porter plainte, et de demander justice. Donc ça, c'est important pour faire cesser cette impunité. Je rappelle quand même un chiffre édifiant, hein, 99% des violeurs ne seront jamais condamnés. 99%. Il n'existe aucun crime, puisque le viol est un crime jugé en cour d'assises, et vous pouvez aller jusqu'à 20 ou 30 ans de prison pour le viol. Il n'y a aucun crime qui bénéficie d'une telle impunité. 99%, juste pour vous donner un petit peu des idées sans vous noyer sous les chiffres, comment on arrive à ce chiffre-là? On estime qu'environ 10% des femmes arrivent à porter plainte. Donc déjà, il y en a 90 qui ne portent pas plainte. Et sur ces 10 femmes qui vont porter plainte, il va y en avoir une qui va voir son violeur condamné en cour d'assises. Les 9 autres, il y aura des classements sans suite, des prescriptions, des déqualifications, de multiples raisons qui font qu'aujourd'hui nous avons très peu de condamnations. Nous avons moins de 1000 condamnations pour 100 000 viols de femmes et 165 000 viols d'enfants, donc c'est totalement ridicule. Donc dans ce contexte-là, on attendait effectivement une réaction politique forte, et en particulier vraiment une prise de conscience des biais sexistes qui sont dans la police et qui sont dans la justice. Malheureusement, le sexisme ne s'arrête pas à la porte des commissariats. Je dirais même qu'il est plus présent que dans la moyenne française, faut être clair. Les policiers sont non seulement pas formés à cette question du sexisme, mais il y a maintenant des chiffres qui sont en train de sortir qui montrent que la prévalence de violences conjugales chez les forces de police est supérieure à celle dans la population générale. Donc il y a plus d'hommes violents avec leurs conjointes dans la police qu'ailleurs, faut être extrêmement clair. Donc on a des biais sexistes aujourd'hui, des biais sur l'accueil dans les commissariats, des biais aussi dans les jugements, et j'essaye dans le livre d'identifier de façon extrêmement concise, et j'espère que ça vous donnera envie d'aller plus loin, sur les mécanismes sexistes, les freins sexistes à l'intérieur de ces institutions qui empêchent de rendre justice aux femmes, et surtout pourquoi et surtout de protéger d'autres victimes. En particulier dans le cas de pédocriminalité, on voit bien qu'il y a répétition des actes, très souvent, et donc demander justice et donner les capacités aux femmes de porter plainte, c'est aussi peut-être permettre de diminuer le nombre de viols, puisque je rappellerai, et ça a été dit par Hélène Devin, que peut-être que vous avez suivi Hélène Devin, qui est une des victimes de PPDA. Elle le dit, Hélène Devin, qu'elle le dit. Elle a travaillé pendant 20 ans chez TF1. Elle disait que plusieurs fois par mois était déployé pendant plus de 30 ans, était déployé le même stratagème où une jeune femme était invitée par PPDA à assister au JT, donc sur le plateau télé, et ensuite emmenée dans son bureau pour être violée.
Si vous comptez deux femmes, elle parlait même à un moment de 2 femmes par semaine. 2 femmes par semaine, pendant 30 ans, ce sont des centaines de femmes. Aujourd'hui, il y a plus de 70 femmes qui accusent PPDA de viol. Donc, c'est ça aussi de demander justice, c'est ça de briser le silence, c'est d'empêcher la répétition des actes. Donc c'est essentiel. Et là-dessus, Macron n'a pas répondu aux attentes qui étaient fortes du côté féministe. Et on n'a pas de moyens, premièrement. Ça fait longtemps qu'on demande 1 milliard d'euros. Et on a quand même Darmanin, qui est nommé alors qu'il est quand même sous le coup d'une enquête judiciaire pour viol. Et de l'autre côté, Éric Dupond-Moretti, qui est, je pense qu'on peut le dire, un masculiniste patenté. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a constamment défendu les violeurs. Bon, alors vous allez me dire, les violeurs ont droit à un avocat, mais de la pire des manières, avec justement une maîtrise parfaite des mécanismes de la culture du viol, d'harcèlement des victimes, lors des procès. Ça a été un des avocats du procès d'Outreau. Il a réussi à faire, avec des méthodes, je dirais des méthodes presque de voyous, hein. C'était l'ogre des prétoires, qui terrorisait les victimes, qui inversait la honte, qui inversait la responsabilité et qui obtenait l'acquittement d'un certain nombre de violeurs, dont M. Tron d'ailleurs, qui a été heureusement condamné en appel. Alors effectivement, toute la première partie de votre livre est vraiment centrée sur l'importance, pourquoi en fait déviriliser, et c'est ce dont on parle effectivement sur toutes les questions de culture du viol, de violence sexistes, sexuelles, etc. Et pour faire le lien avec finalement la deuxième partie qui est plus sur comment le faire, parce que en fait c'est un peu aussi une boîte à outils que vous nous proposez là, c'est pas juste un manifeste théorique. Vous partez déjà de l'idée de la question du genre vers une abolition, hein, clairement une abolition du genre. En quoi le genre pour vous est une hiérarchie, et justement le lien qu'on pourrait faire avec cette notion de réappropriation du corps qui est très importante aussi dans votre livre et passionnante. Ouais. Oui, alors après, c'est vrai que le premier chapitre est assez noir, hein, puisqu'on parle dans le dur des violences sexistes et sexuelles, mais les féministes sont utopiques, donc on a plein d'idées pour que ça change. Et bien sûr, un des premiers enjeux, c'est de se réapproprier nos corps. Pourquoi nos corps? Parce que, et je commence le deuxième chapitre avec une citation de Françoise Héritier, que j'aime beaucoup. Donc Françoise Héritier, elle était anthropologue, elle a pris la suite de Claude Lévi-Strauss à la chaire d'anthropologie du Collège de France. Et elle a écrit, si vous avez l'occasion de le lire, un livre formidable, féminin, masculin, truc de la différence. Pardon, je suis fatiguée, je me souviens plus de la suite du titre. Mais, elle rappelle cette évidence que le patriarcat est multimillénaire et que tout l'enjeu du patriarcat est l'appropriation de la fécondité des femmes et de la sexualité des femmes. Et ça, c'est essentiel. Pourquoi? Parce que, voilà, devant la citation que j'ai dans le livre, c'est celle-ci, c'est les femmes ont l'extraordinaire privilège d'enfanter. Et les hommes ne font pas d'enfants, ça vous semble une évidence, mais tout le patriarcat, hein, c'est pater familias, la figure du père de famille, donc la filiation patrilinéaire, c'est-à-dire qu'on a décidé qu'une famille, c'était un homme qui prenait possession d'une femme, et donc elle explore en particulier l'institution du mariage comme un système d'échange de femmes, et donc vous acquérez une femme, et une femme passe de l'autorité de son père à l'autorité de son mari, et on lui demande, dans la conception traditionnelle du mariage, de lui donner des enfants. Et donc cette appropriation des femmes, elle est essentielle, et c'est donc pas un hasard que le combat pour l'avortement et la contraception ait été un combat central, et il est encore aujourd'hui, hein, puisqu'il est encore remis en cause, et ce combat est central parce que de déposséder les femmes de la maîtrise de leur propre corps et de leur propre fécondité est vraiment au cœur du système patriarcal. Donc, on a eu bien sûr toutes les batailles des années 70 qui ont été victorieuses, avec le droit à la contraception en 1965, le droit à l'avortement en 1975. Et là, aujourd'hui, on arrive à un backlash
énorme, bien sûr, dans un certain nombre de pays, avec un retour des conservatismes religieux et un retour de l'extrême droite, où on arrive à cette situation, aux États-Unis en particulier, où le droit de l'avortement est tombé. Donc l'arrêt, peut-être l'avez-vous suivi, Roe versus Wade, qui protégeait au niveau fédéral le droit à l'avortement, est tombé par idéologie patriarcale. Et aujourd'hui, on a des femmes qui vont mourir, soyons clairs, parce que le droit à l'avortement n'est plus possible dans un certain nombre d'États. Donc c'est une guerre qui est menée contre les femmes aux États-Unis, mais pas seulement, même en Europe. En Pologne, les femmes n'ont pas le droit d'avorter, à Malte non plus, et dans un certain nombre de pays, en particulier la Hongrie avec Viktor Orban, on a le droit à l'avortement qui est fortement menacé. Maintenant, on oblige les femmes à écouter le cœur du bébé avant de pratiquer un avortement. Ce sont des attaques claires sur le droit à l'avortement qui est en train de reculer un peu partout dans le monde. Et derrière ça, il y a la volonté masculine, la volonté des hommes de se réapproprier la fécondité des femmes. Et du coup, vous proposez plusieurs actions qui sont assez phares dans votre deuxième partie, que ce soit sur, on en parlait tout à l'heure, par exemple le congé paternité, mais aussi les réformes féministes de la politique fiscale, ou encore la budgétisation sensible au genre. Il y a vraiment l'idée aussi de prendre place d'un point de vue aussi économique. Ça, c'est une nouvelle aussi thématique qu'on met en lumière, en fait. C'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément encore pris conscience sur la place de l'économie dans le combat féministe. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu? Bien sûr, parce que en fait, on parle d'inégalité salariale. Peut-être que vous savez quel est le chiffre d'inégalité salariale en France, c'est 25% d'inégalité salariale encore entre les femmes et les hommes. Ce chiffre ne bouge plus depuis un certain nombre d'années. Et il faut essayer d'expliquer quels sont les déterminants en fait, de ces inégalités salariales. Et de faire un peu de l'économie. C'est pour ça que mon titre, qui est Déviriliser le monde, c'est qu'on ne peut pas... Enfin, la question féministe ne se limite pas simplement au simple... il y a la question, bien sûr, des violences sexistes et sexuelles, qui est quand même au cœur aujourd'hui des mouvements féministes, mais en fait, cette idéologie patriarcale de domination masculine, elle irrigue tous les pans de la société. Elle irrigue la police et la justice, je l'ai dit, mais elle irrigue aussi le fonctionnement du capitalisme. Pour résumer un petit peu, en particulier la pensée de Christine Delphi, qui est une autre autrice que je cite, je rappelle aussi que les femmes sont encore assignées majoritairement au travail d'éducation des enfants, au niveau des répartitions des tâches ménagères et de l'éducation des enfants, on est très très loin encore de l'égalité. Et bien entendu, cela est un corollaire aussi des inégalités salariales. Donc, quand on regarde les explications des inégalités salariales, elles sont aussi favorisées par un certain nombre de biais sexistes. Alors, bien sûr, un biais sexiste sur le choix des métiers. On a encore aujourd'hui des métiers extrêmement genrés. Les femmes sont dans les métiers du soin, les métiers de l'éducation, les métiers du paramédical, les métiers de la grande distribution, et ce sont des métiers qui, à compétences comparables, sont moins payés. Parce que la société aujourd'hui donne moins de valeur aujourd'hui au travail d'une infirmière en réanimation dans une unité de Covid qu'à un informaticien qui installe Microsoft sur un ordinateur. Malheureusement, le technicien informatique va être payé plus. Or, l'infirmière en réanimation dans une unité Covid a davantage de compétences, davantage de responsabilités, davantage de diplômes que le technicien informatique. Je suis désolée pour les techniciens informatiques qui seraient dans cette salle. Et donc, il y a effectivement des choix de société qui sont faits où les métiers masculins sont mieux rémunérés que les métiers féminins. Et il ne faudrait plus, par exemple, parler à travail égal, salaire égal, parce que ça, ce n'est qu'une partie des différences, mais à travail comparable, salaire égal. Et là, on arrive dans une autre dimension et on voit bien que la question des métiers genrés, les questions d'orientation sont essentielles. Et là aussi, sans vouloir vous affoler, mais en fait, on ne va pas trop dans le bon sens. Peut-être que vous avez vu avec la nouvelle réforme du bac. J'ai vu encore un chiffre tomber hier qui m'a
complètement halluciné. La proportion des femmes, des jeunes femmes en terminale dans les filières scientifiques qui ont pris l'option de mathématiques, vous savez, là, celles qui font plus de 6 heures de mathématiques, ont été divisées par 3. Oui, par 3. C'est dingue, mais grosso modo, de 70 à peine plus de 25. Enfin, vous pouvez retrouver le chiffre sur Internet. Donc, c'est dramatique. Aujourd'hui, il y a encore des biais dans l'orientation. Et au-delà de la question de l'orientation, il y a des biais aussi, d'un point de vue économique, dans les politiques publiques. Les politiques publiques sont sexistes. Elles sont sexistes, premièrement, et ça c'est des choses un peu nouvelles, et je pense qu'il faudrait peut-être féminister un petit peu Bercy, notre système d'imposition est particulièrement sexiste. Nous sommes le seul pays à pratiquer une imposition par foyer. Et l'imposition par foyer, elle est profondément sexiste, parce qu'elle invisibilise les différences de revenus à l'intérieur du couple, et elle fait en sorte que quand une femme, par exemple, qui se sera arrêtée de travailler, en fait, reprend le travail, et ben en fait, son taux marginal d'imposition va être celui de son conjoint. Et donc c'est très désincitatif à l'emploi, c'est-à-dire qu'elle va se dire, attendez là, oui mais là, si je reprends avec un petit salaire, mais que je suis imposée à 40% parce que mon conjoint lui gagne 4 fois plus que moi, et que je rajoute en plus les frais de garde des enfants, en fait, je ne gagne rien à aller travailler. Donc l'imposition par conjoint est désincitatif au travail des femmes, profondément, mais profondément injuste, et nous sommes le seul pays à le pratiquer de cette façon-là. Et à côté de ça, on a bien sûr des problématiques de garde qui reposent encore de façon prioritaire sur les femmes. Et donc notre politique familiale, elle est sexiste parce qu'elle est mal dirigée. Aujourd'hui, la politique familiale, c'est-à-dire les cadeaux d'impôts, les crédits d'impôts et les réductions d'impôts liées au quotient conjugal et au quotient familial, donc cette imposition par foyer, bénéficient pour 80% des sommes bénéficient aux 20% les plus riches, parce que plus vous gagnez d'impôts, plus vous avez du gain pour le quotient familial. Donc les familles plutôt riches en couple. Ce sont elles qui sont les premières bénéficiaires de la politique familiale en France. Et bien sûr, celles qui sont oubliées, ce sont les mères, celles qui élèvent seules leurs enfants, ce qu'on appelle pudiquement à l'INSEE les familles monoparentales, mais ce sont l'écrasante majorité des mères, et elles ne bénéficient de rien. C'est-à-dire qu'une mère qui élève seule ses enfants, qui a des problèmes de garde, et qui est au SMIC en étant caissière, elle ne bénéficie de zéro. Zéro en termes de quotient familial, qui peut bénéficier par contre aux classes les plus riches, sans plafond sur le quotient conjugal, je le rappelle. Et donc, il y a tout un tas de biais sexistes qui favorisent la dépendance financière des femmes, que ce soit sur les aides sociales, qui sont familialisées également, que ce soit sur l'impôt. Et ça aussi, c'est un impensé. Et il faudrait effectivement revoir l'intégralité de la politique fiscale et sociale française au prisme du féminisme pour ne pas rater notre cible. Et notre cible, c'est avant tout les mères qui élèvent seules leurs enfants. Je rappellerai quand même que c'est la catégorie qui est le plus touchée par la pauvreté. 42% des femmes qui élèvent seules leurs enfants vivent sous le seuil de pauvreté. Ça devrait être ça, le cœur de l'action des politiques publiques en direction des familles. Alors, pour finir sur une note positive, sans spoiler le livre, à la fin, vous mettez en lumière en fait une grande autrice écoféministe qui s'appelle Émilie H, tout particulièrement son ouvrage Reclaim, que je vous conseille vivement de lire. Pourquoi est-ce que vous rapprochez votre utopie féministe, qui est décrite dans votre ouvrage, avec l'écoféminisme? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ce sujet? Oui, alors c'est vrai que ce livre a été pensé un peu comme un panorama de plein de choses qui, moi, m'ont inspiré dans mon parcours. Donc, si tout va bien et que vous le lisez, normalement, vous achetez 10 livres chez votre libraire derrière en disant « Attends, mais je vais lire ça, je vais lire ça, je vais lire ça ». Et moi, j'avoue que je travaille depuis pas mal d'années sur les violences. Je travaille aussi sur les questions de traite des êtres humains dans la prostitution, des choses extrêmement lourdes. Et c'est pas que c'est un peu désespérant, mais c'est très lourd. Et je pense qu'aujourd'hui, on a aussi une vague écoféminisme qui est extrêmement intéressante parce que elle permet de nous penser le monde d'après. Et il y a des penseuses aujourd'hui qui pensent l'écoféminisme. Alors moi, au départ, de façon un peu
peut-être trop empreinte de la pensée par exemple de Simone de Beauvoir, qui était extrêmement focalisée sur l'anti-essentialisme, c'est-à-dire l'essentialisme, c'est de dire il y a une nature féminine, il y a une nature masculine, ça c'est ce que le patriarcat nous a toujours raconté, et Simone de Beauvoir, elle dit non en fait, non, il n'y a pas de prédisposition génétique à ce que les femmes soient douces et que les hommes soient des brutes, non. C'est une construction sociale. Donc ça, c'était la grande avancée du IIe siècle en 1949. Et pour moi, dans ma tête, pour être tout à fait franche, j'avais une idée assez vague de l'écoféminisme comme un truc un peu new age, un peu essentialiste sur le retour de l'éternel féminin, le lien avec la nature, etc. Pas du tout. Pas du tout. Il faut vraiment lire ce qui est en train d'être écrit par les écoféministes. C'est une vision politique, je rappelle, de l'écoféminisme qui est très très bien présenté par Émilie H dans son livre Reclaim. Reclaim, c'est un recueil de textes écoféministes et une préface vraiment très très brillante écrite par Émilie H, qui est une chercheuse écoféministe et qui n'est pas du tout un truc un peu perché sur le naturel féminin. Moi, je suis désolée, c'est pas trop mon truc. Moi, les trucs sur les voilà. Et en fait, au contraire, c'est une politisation de la mise en lien des différents systèmes de prédation, que ce soit la prédation qu'on a contre la nature ou la prédation sexuelle et la prédation contre les femmes. Et donc, en fait, c'est un mouvement, c'est pour ça que c'est Reclaim à son titre, et le mot réapproprier se parcourt aussi mon ouvrage. C'est une forme de réappropriation, effectivement, de ce qui a été détruit, de ce qui a été soumis à la loi du capital, du profit, de la prédation, qu'elle soit sexuelle, économique ou financière. Et elle met en exergue un certain nombre de combats politiques qui ont été menés par des femmes, des combats de terrain. Les premiers mouvements écoféministes ont pu se mobiliser contre des centrales nucléaires aux États-Unis. Il y a eu aussi énormément de mobilisation de femmes sur la question de la pollution de l'eau en particulier. En Amérique du Sud, en particulier, il y a des mouvements écoféministes très forts qui sont des mouvements de femmes qui mettent en lien les différentes formes de prédation et qui, sur le terrain, arrivent à construire des luttes qui soient des luttes globales pour un monde, effectivement, où on questionne et on remet en question un système, effectivement, et capitaliste et patriarcal, qui est un système de destruction. Merci. Avant de passer à vos potentielles questions, pour un peu boucler la boucle, petite actualité, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais Annie Ernaux a reçu le prix Nobel de littérature. C'est la première autrice française à le recevoir. Jusqu'à ce que cela dise notre culture et quelque part, est-ce qu'on pourrait se poser aussi la question de la dévalorisation de la culture et aussi, quelque part, vous avez fait ce choix de mettre en lumière des autrices qui ont été importantes pour vous. Peut-être aussi en quelques mots, pourquoi ce choix d'autrice-là et si vous avez des conseils de lecture à nous donner. D'accord. Oui, Annie Ernaux, c'est vraiment une très très bonne nouvelle, parce que ça fait 50 ans qu'elle écrit des livres formidables. Et on a vraiment un mouvement, on en discutait juste avant. En fait, Annie Ernaux, elle est un peu passée sous les radars, elle a même été un peu complètement oubliée pendant une vingtaine d'années. Je pense dans les années 90-2000, elle écrit depuis les années 70, Annie Ernaux. Elle a été un peu oubliée, en fait, comme beaucoup de femmes, en fait. Il y a c'est là l'enjeu du matrimoine dont on parlait tout à l'heure. Malheureusement, l'histoire est souvent écrite par les hommes pour les hommes. Et Annie Ernaux était un peu oubliée. En fait, on est en train de redécouvrir Annie Ernaux depuis ces dernières années avec beaucoup de rééditions. Il y a d'autres autrices qu'on est en train de redécouvrir. Et il y a tout un travail, je trouve, d'exhumation d'autrices, de peintres, de poétesses, de tout un tas d'artistes qui sont là depuis très longtemps en fait. Parce que ceux qui nous disent que dans les programmes scolaires, on n'a pas de femmes à mettre et que l'histoire est ponctuée de plein d'hommes, on est en train effectivement de redécouvrir un certain nombre même de compositeurs. J'ai lu récemment un livre sur les compositrices musicales qui est incroyable en fait. Il y a énormément de compositrices qui ont eu beaucoup de succès à leur époque
et qui ont ensuite disparu, mais complètement disparu, alors que même à leur époque, elles avaient du succès. Ce livre est incroyable. Et ce travail, il est important et il est à l'œuvre. Et je pense que le prix Nobel de littérature de Annie Ernaux, effectivement, s'inscrit dans un contexte où on est enfin en train de remettre le projecteur sur des artistes féminines, malheureusement un peu trop souvent oubliées. Donc il y a des biais. Il y a des biais dans la façon dont on raconte l'histoire, dont on raconte l'art, comment on l'enseigne aussi également. Et ça fait plaisir. C'est la première femme française qui a le prix Nobel de littérature. Et j'espère que ce ne sera pas la dernière. Et juste pour terminer, quelques conseils lecture qui vous ont inspiré. Quelques conseils lecture. J'ai beaucoup aimé le dernier livre de Silvia Federici, qui est aussi quand même cité aussi dans mon livre, qui a écrit, qui est aussi dans la pensée un peu écoféministe, dans le sens où elle a écrit un premier livre il y a quelques années qui m'avait beaucoup impressionné, qui est cité dans le livre, qui s'appelle Caliban et la sorcière, et qui montre que l'avènement du capitalisme au tournant de la Renaissance, donc au moment de l'explosion des colonies, du système, de la révolution ensuite industrielle dès le XVIIIe siècle en Angleterre, n'a été possible, l'accumulation primitive du capital, si on parle comme les marxistes, n'a été rendue possible que par le fait, par deux événements conjoints, les colonies, donc l'esclavage et l'asservissement et le génocide, je pense, des populations colonisées et l'extraction des ressources, en particulier en Amérique, et puis l'asservissement des femmes. Et donc, elle lit justement les systèmes de prédation dans un livre ultra brillant, et le dernier livre, comme je suis très fatiguée, j'ai un trou sur la belle couverture verte. Réinventer le monde, exactement. Son dernier livre, Réinventer le monde, qui est sorti il y a quelques mois, est aussi excellent. Là-dessus, elle a écrit beaucoup de choses. Elle a aussi écrit un livre sur le corps, sur la réappropriation du corps, qui est passionnant. Et puis, je pense que une autre thématique, en fait, avec beaucoup de choses intéressantes à lire, c'est sur la maternité, qui est un sujet qui n'a pas été encore suffisamment, je pense, pensé. On a pensé la résistance aux injonctions à la maternité. Ça, c'est le grand combat des années 70, de dire que on avait le droit, nous, les femmes, de décider si on voulait ou pas des enfants et quand on en voulait. C'est déjà une belle bataille, elle est encore en cours, mais il va falloir qu'on pense aussi une forme de maternité féministe. Les mères sont mises à rude épreuve dans notre société, et j'ai lu des livres, par exemple 3 mois sous silence, qui parlent des 3 premiers mois de la grossesse, extrêmement parlant, et il y a beaucoup de livres aujourd'hui qui sortent sur la maternité, et je pense que cette question des mères devrait vous intéresser. Il y a différents livres qui sortent sur cette question qui m'ont beaucoup plu, et je pense que c'est un autre combat qu'il va falloir qu'on mène pour mettre les mères aussi au centre du mouvement féministe. Merci beaucoup Céline. Je vais peut-être vous laisser la parole quelques instants. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Alors je suis très sympa, donc n'hésitez pas à vous lancer. J'adore discuter. Oui, merci beaucoup pour votre présentation. C'est très intéressant. Vous avez parlé de 25% sur les inégalités salariales. Aujourd'hui, on a plutôt tendance à donner le chiffre de 15% qui reste important. Oui. Lequel est le bon? Alors, c'est très simple. C'est qu'en fait, et c'est expliqué dans mon livre en plus, c'est qu'il y a le 25%, c'est tout salaire confondu. C'est-à-dire qu'on prend le salaire moyen des femmes et le salaire moyen des hommes. Et là, ça fait 25%. Le 15%, c'est ce qu'on appelle en équivalent temps plein. C'est-à-dire que les femmes sont davantage à temps partiel. Donc, on prend le salaire moyen des femmes, mais on le rapporte à l'équivalent temps plein. Vous voyez ce que je veux dire? Et comme les hommes sont très peu à temps partiel et les femmes le sont beaucoup, forcément, ça fait la différence. Donc, il y a bien sûr des gens qui vont nous dire, mais bon, ça n'a aucun sens de comparer le salaire moyen des hommes et le salaire moyen des femmes, ce 25%, si le nombre d'heures effectuées n'est pas le même. Mais ce qu'il faut rappeler,
c'est que la raison essentielle du temps partiel, c'est aussi parce que les femmes ont une double journée et qu'elles veulent. Ouais. J'ai parlé trop fort. C'est bon. Et les femmes ont une double journée, donc il y a beaucoup de temps partiels qui sont les temps partiels qu'on appelle les 4/5e mercredis. C'est juste que vous êtes à temps partiel sur votre travail rémunéré, mais vous avez un travail non rémunéré à côté en plus. Je rappelle le chiffre de l'INSEE, hein, une mère de famille avec 2 enfants, elle fait 35 heures de travail domestique et parental, un deuxième temps plein. Donc c'est juste que ce travail, il est invisible, mais il existe. Donc, il faut comparer l'ensemble, pour moi, des rémunérations. Et il faut voir que les femmes travaillent plus que les hommes si on intègre ce travail gratuit qui est invisibilisé. A contrario, les pères de 2 enfants font 11 heures de travail domestique et parental contre 35 heures sur les femmes. Pour les femmes, donc on ne part pas à égalité dans le monde du travail, bien entendu. Et pour moi, c'est le 25% qu'il faut regarder. Et souvent, en particulier les gens de droite, regardent la différence à travail égal, c'est-à-dire à poste égal. Mais ça aussi, c'est une mauvaise façon de mesurer. Là, on arrive à un chiffre encore plus faible, on arrive à 6 ou 7%. Donc, c'est-à-dire que si vous avez exactement le même poste, mais c'est une vision totalement statique des choses. C'est-à-dire que vous allez comparer un informaticien avec une informaticienne, un infirmier avec une infirmière, mais on voit bien que dans les choix et les métiers, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, l'infirmière va être payée moins que l'informaticien. Et deuxième chose, ça ne prend pas en compte les différences de trajectoire. C'est-à-dire qu'on voit que la trajectoire des hommes, c'est ça, et la trajectoire des femmes, c'est ça monte moins vite, et au moment des enfants, ça décroche. Donc, si on compare une femme de 50 ans et un homme de 50 ans, en fait, ils n'ont pas le même poste. Donc, forcément, ils gagnent moins. Et donc, si vous comparez à même poste, vous ne captez pas ce biais de trajectoire de carrière. Donc, la droite a tendance souvent à utiliser ce chiffre de 6%, qui est le chiffre pour exactement le même poste. Mais ça n'a aucun sens, en fait, puisqu'on oublie les déterminants principaux, qui sont des carrières moindres, enfin moins successful, enfin moins à succès, je dirais, et puis le choix des métiers qui est différent entre les femmes et les hommes. Donc moi, je parle du 25%, voilà. Et encore, il y a aussi des économistes qui étudient la question du patrimoine, et c'est encore pire. Alors là, en termes de patrimoine, on est avec des mécanismes, par exemple, pareil, d'accumulation du capital qui ne sont pas du tout dans les mêmes dynamiques. Et j'ai pas les chiffres en tête, mais les inégalités en termes de patrimoine sont encore plus fortes. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? Bonsoir. J'aurais une question. Il y a un peu plus d'1 an, a été créée la CIVIS. Donc, c'est la commission indépendante, ça y est, j'ai pas trop en tête. Donc, commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Est-ce que vous avez des liens avec ce que vous suivez ? Oui, bien sûr. En fait, il se trouve, la CIVIS, donc c'est une commission incroyable. Je peux le dire qu'ils font un travail extraordinaire, qui est aujourd'hui menée par Édouard Durand, le juge Édouard Durand et Ernestine Ronay. Et il se trouve que Ernestine Ronay et Édouard Durand étaient les anciens coprésidents de la commission violence du Haut Conseil à l'égalité, poste que j'ai actuellement. Et du coup, on se connaît très bien et on collabore, etc. Et ils font un travail tout à fait innovant et tout à fait essentiel sur la détermination des mécanismes et de l'inceste et de pourquoi encore tant d'impunité sur les questions de l'inceste. Et leurs conclusions sont éclairantes, j'en reprends quelques-unes dans le livre. Il y a, en plus, ce qui est intéressant dans leur démarche, c'est qu'ils ont organisé un certain nombre de rencontres, en fait, où ce sont les femmes, ou les hommes d'ailleurs, puisque sur la question de l'inceste, il y a aussi beaucoup de petits garçons qui ont été violés par leur père, qui témoignent des mécanismes et de la mise sous silence. Et la détermination de ces mécanismes est essentielle, parce que quand, dans le cas de l'inceste, on sait que les enfants ne parlent pas. Ils ne parlent pas parce que personne ne les écoute, personne ne les croit, et qu'il y a des mécanismes mis en place par le père pour silencier l'enfant, avec bien sûr la menace de faire éclater la famille, bien entendu, qui est la première des mises sous terreur, et puis le fait que
en fait, toutes les personnes ressources, les adultes qui sont autour de cet enfant, ne sont pas, aujourd'hui, ne mettent pas, il n'y a pas de culture de protection des enfants sur cette question-là, alors qu'on aurait plein de moyens de le faire. Je pense en particulier à l'école. À l'école, je pense que si on pouvait faire les séances d'éducation à la vie sexuelle et affective, on pourrait utiliser ces séances aussi pour faire de la détection de violences pédocriminelles et d'inceste. Et puis les médecins. Les médecins ont un rôle aussi à jouer. En particulier, la Civis recommande, je crois, le signalement systématique et obligatoire de la part des médecins quand ils ont des connaissances de faits d'inceste. Et puis, il témoigne également des mécanismes d'impunité des pères incestueurs. Et en particulier, j'ai un passage là-dessus, le rôle des experts psychiatriques, en particulier quand les mères portent plainte, contre leur ex-conjoint pour violence incestueuse, il y a un retournement encore extrêmement fort avec des décisions en particulier concernant la garde des enfants qui sont intolérables, vraiment intolérables dans cette société. Et la Civis fait des recommandations extrêmement claires là-dessus, sur le fait que il faut cesser je vais le dire de façon extrêmement crue, mais il y a des psychiatres aujourd'hui qui alors qu'on sait que c'est une théorie complètement foireuse, qui accablent les mères avec des théories qui n'existent pas, comme l'aliénation parentale, où la mère va être accusée de monter son enfant contre le père en inventant des fausses accusations. Et donc, une mère qui témoigne, preuve à l'appui pour certaines, avec certificats médicaux, je vais être extrêmement précise, mais certificats médicaux montrant des lésions sur des enfants très très jeunes, qui ne peuvent être que le résultat de violences sexuelles. Quand elles accusent et qu'elles portent plainte, il y a effectivement une bataille juridique qui se met en place, et les pères attaquent les mères en disant qu'elles sont à moitié hystériques et qu'elles manipulent l'enfant contre eux, et elles se voient retirer la garde, et l'enfant est soit placé, soit confié au père. Ce qu'on appelle les mères désenfantées. Et il y avait des témoignages, en particulier dans les travaux de la Civis, mais totalement poignants, où des mères, mais littéralement, en fait, elles deviennent... c'est d'une violence, la violence institutionnelle de cette justice qui ne sait pas développer une protection de l'enfant et qui confie la garde au père, c'est une honte pour notre pays, je peux le dire. Je pense que j'ai suffisamment entendu de récits. C'est une honte pour notre pays. Édouard Durand le dit toujours, depuis très longtemps, un mari violent n'est jamais un bon père. Donc, que ce soit pour les violences conjugales ou que ce soit pour les cas d'inceste, on a besoin de refondre complètement la question de la justice et faire en particulier ce qu'on a fait en Espagne, c'est-à-dire des tribunaux spécialisés. Et l'avantage des tribunaux spécialisés, c'est de pouvoir juger en même temps les faits de violence et les dispositions de garde. Parce qu'il n'y a qu'une hantise pour ces mères qui témoignent de violence de la part du père, c'est qu'on leur retire leurs enfants. Et le JAF aujourd'hui, donc le juge aux affaires familiales, n'a pas les moyens, c'est une autre compétence, n'a pas les moyens d'évaluer si ces accusations de violence sont plausibles et s'il faut mettre l'enfant à l'abri et effectivement retirer l'autorité parentale au père, même si le procès n'a pas encore eu lieu, parce que la justice, bien sûr que c'est pas la même temporalité, il y a une justice, il y a une temporalité du juge aux affaires familiales qui doit prendre des décisions très rapidement après une séparation sur les modalités de garde, qui a l'autorité parentale et qui a la garde, et puis de l'autre côté, il peut y avoir un procès aux assises pour inceste qui va avoir lieu dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. C'est pas la même temporalité aujourd'hui, et on arrive vraiment à des dénis de justice. Donc il faut vraiment qu'on développe une culture de protection des enfants, et je pense qu'Édouard Durand et Ernest Silonnet font un travail vraiment formidable et font bouger les lignes aujourd'hui du ministère de la Justice, et il était temps, donc on avance même si c'est dans la douleur, parce qu'il y a une très très grosse colère d'un certain nombre, je pense qu'on peut le dire, d'experts psychiatres antiféministes. Je vais le dire, on a, nous, à Oser le féminisme, attaqué nommément quelqu'un qui s'appelle Paul Bensussan, mais il y en a d'autres, maintenant on connaît les noms en fait. Il y a des experts psychiatres
qui vont plaider l'hystérie des femmes qui dénoncent des violences incestueuses. Donc, c'est la réalité aujourd'hui quotidienne des tribunaux, en dépit de toutes les données scientifiques. L'hystérie, ça n'existe pas, l'aliénation parentale, ça n'existe pas. Et ce sont des théories qui permettent d'inverser effectivement la responsabilité. Et on demande, nous, depuis longtemps, de faire aussi ce qu'a fait un certain nombre de pays à l'étranger et d'interdire, clairement, il y a besoin que les experts psychiatres qui voient ces enfants aient une formation en termes de psychotrauma et d'interdire de plaider, de rendre des rapports d'expertise qui sont des rapports honteux, avec cette théorie foireuse de l'aliénation parentale qui n'apparaît nulle part dans le DSM. Et vraiment, on a toute une bande d'experts psychiatres aujourd'hui qui plantent les procès d'inceste ou de violence conjugale. Donc, il y a plein de choses à faire. Je ne veux pas trop rentrer, c'est peut-être un peu technique, mais la Ciivise aujourd'hui est en train de faire bouger les lignes, aussi bien sur la question des experts psychiatres que sur la nécessaire remise en cause aujourd'hui des rendus des JAF, des juges aux affaires familiales, qui aujourd'hui sont complètement aveugles à la question des violences dans bon nombre de cas qui nous sont rapportés. Et vraiment, peut-être que vous avez entendu parler d'un certain nombre d'affaires médiatisées de mères qui étaient réellement désespérées, à juste titre, de voir leur enfant confié au père incestueux. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir ? C'est maintenant, c'est le moment. Personne ? Alors attends, je crois qu'il y a la dame qui est à côté de vous. D'abord, elle a porté la... Pas de souci, et vous passez juste après, si ça vous va. J'avais simplement une question par rapport à la fatigue qui peut s'accumuler au fil du temps avec le fait qu'on a beaucoup d'informations qui viennent partout dans le monde et qui souvent sont juste déprimantes, on va dire. Et si vous aviez des conseils en termes de burn-out militant, c'est ça. Ah, ça, c'est une très bonne question, parce que des fois, on frise un peu le burn-out, j'avoue. Comme on le dit, les sujets sont durs, en fait. Moi, je travaille en ce moment sur un procès sur des affaires de traite et de proxénétisme dans l'industrie pornographique. Je pense qu'on arrive au sommet de l'horreur, en fait. Je pensais même pas que ça pouvait exister. Alors, des petits conseils. Premièrement, c'est le collectif. Je pense que les réseaux sociaux, ça isole. Il y a beaucoup de femmes, de jeunes femmes en particulier, moi je suis un peu, comme je vous l'ai dit, je suis un peu vieille, j'ai 40 ans, qui sont très actives sur les réseaux sociaux. Mais quand vous êtes toute seule derrière votre écran, et que vous commencez dès le matin à avoir des récits de viol, d'inceste, de violence, de déni de justice, etc., et que vous pensez batailler à coups de tweets et à coups de story Insta, en fait, non. Vraiment, en fait, je pense que même pour parler de mon cas personnel, moi j'ai fait un procès contre mon entreprise pour discrimination liée à la grossesse. J'étais assez malheureuse en fait, j'étais même en grande souffrance. J'ai été licenciée à la fin, parce que quand vous portez plainte contre votre employeur, vous finissez toujours par être licenciée, que vous gagnez votre procès ou pas. J'avais beaucoup de colère. Et vraiment, c'est la lutte collective en fait. Franchement, moi je milite aujourd'hui avec des femmes. On n'a pas de moyens, on est face en ce moment face à l'industrie porno, on n'a pas de moyens, on n'a pas beaucoup de sous, mais on a beaucoup d'énergie, puis surtout, on est ensemble en fait. Et donc, de se retrouver en vrai, dans une manif, dans une salle de réunion, dans l'action, et pas que dans les réseaux sociaux. En fait, on ne fera pas la révolution féministe que avec les réseaux sociaux. Il faut qu'on monte des actions. Moi, je trouve que par exemple, les collages, c'est quelque chose, les collages féministes, vous faites une soirée de collage féministe, ça vous remonte le moral, franchement, vous marrez, vous rigolez, vous courez parce que vous avez peur de vous faire attraper par les flics, c'est drôle quoi, voilà, donc des moments comme ça, dans l'action, c'est important pour se ressouder, et le collectif. Et moi, Oser Féminisme en particulier, c'est un engagement collectif, et l'impression de peser. Parce que si on est isolé, en fait, ça pèse pas. Donc la lutte politique, c'est une lutte collective, quoi. Donc inscrivez-vous dans une asso.
Oui, faire partie de quelque chose de plus grand, quoi. Exactement, de quelque chose de plus grand. Et puis d'être avec des gens qui sont d'accord avec vous, ça c'est particulièrement sympa aussi. Nous, par exemple, à Oser le féminisme, on fait un féminist camp, donc 2 fois par an, on fait un week-end, on appelle ça le week-end des sorcières, c'est très dans une sorte de vieux manoir et tout ça. Vous pouvez venir, hein, c'est pas très loin d'ici d'ailleurs, c'est à Rambouillet, c'est au sud de Paris, à 50 km au sud de Paris. Et le prochain est en avril 2023, mais les places partent en 2 jours. Je vous le dis, il faut vous mettre une alerte sur notre page et en 2 jours, les 150 places s'en vont. Et voilà, il y a des moments comme ça, pendant 2 jours de Feminist Camp, on débat, on construit notre pensée, on échange et on est avec des gens qui sont d'accord avec nous. Ce qui est quand même très très agréable de temps en temps. Ça nous fait une pause. Et c'est quand même assez sympa que le vieil oncle misogyne qui vous assène des horreurs ou les plateaux télé avec le gars d'extrême droite qui vous sort aussi des horreurs. Donc, ouais, retrouvons-nous entre nous. C'est un peu le mantra de la chanson des féministes que je vous invite vraiment à écouter si vous ne la connaissez pas, qui s'appelle l'hymne des femmes. Et il y a une strophe, il y a un vers qui dit « Ils nous ont isolés les femmes ». Donc je pense qu'il faut rompre l'isolement pour avoir la force de la lutte collective. Et les manifs, moi je trouve que les manifs, ça donne une super pêche. Voilà, les slogans, les mégaphones, moi franchement, 1 heure au mégaphone à lancer des slogans, et je repars et je me retrouve pleine d'énergie. Et puis on change le monde, faut être clair, on est en train de gagner des batailles aujourd'hui. Je voulais simplement demander, sur une société très patriarcale que sont l'Espagne, comment se fait-il que leurs avancées sur l'égalité homme-femme est plus importante qu'en France? Ah bah, c'est une très bonne question qu'on a déjà posée. En fait, la volonté politique, c'est-à-dire que quand on met les moyens dans une politique publique, ça marche. Je fais souvent la comparaison en France, par exemple, avec la grande cause de Jacques Chirac. La grande cause de Jacques Chirac, c'était la sécurité routière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ils avaient mis des milliards et des milliards et des milliards dans des campagnes de prévention, dans des ronds-points, dans tout un tas de politiques publiques, mais ça coûtait des milliards. En fait, nous, on a une grande cause en France, on n'a pas de moyens. Et on a très peu de lois. En Espagne, ils n'ont pas fait ça, en fait. En Espagne, c'est le Parti socialiste, en 2004, qui est au pouvoir et qui lance une loi, ce qu'on demande, nous, en France, c'est une loi cadre, c'est-à-dire une loi qui n'oublie rien, et qui acte clairement que c'est une loi, ce qu'ils appellent intégrale, contre toutes les violences sexistes. Donc ils expliquent bien qu'on est là pour combattre le sexisme et on va déployer tout un tas d'outils. Et en particulier, ils ont mis en place les tribunaux spécialisés avec donc, la décision conjointe de la garde des enfants et du traitement des violences conjugales. Ils ont mis en place des outils statistiques très tôt pour suivre le nombre de féminicides. Ils ont mis en place des moyens pour les hébergements d'urgence de femmes qui voulaient quitter leur conjoint. Parce qu'il y a eu aussi effectivement, c'était une société très machiste, mais il y a eu aussi des affaires très fortes qui ont mobilisé le grand public. Et face à ça, il y a eu vraiment des politiques publiques avec des moyens. Il y a eu un fonds de 750 millions, donc on a eu des résultats et le nombre de féminicides a, depuis 2004, été divisé par 2. Donc, et bien sûr, derrière le nombre de féminicides, c'est aussi le nombre de violences conjugales. Il y a 225 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales en France. Si on avait une politique avec des moyens, on aurait des résultats. Voilà, et je pense qu'effectivement, c'est machiste, mais en même temps, on a un mouvement féministe qui dépasse aussi que les milieux féministes. Quand je me souviens par exemple de la manifestation, peut-être vous en souvenez, en 2018, il y avait quand même 1 million de personnes dans les rues pour un 8 mars. On a fait des très belles manifestations, nous toutes, ces dernières années, mais on n'en est pas là. Et c'était les syndicats, les partis, mais aussi monsieur et madame tout le monde, en fait, qui étaient allés à cette manif. C'était une manif très populaire, très grand public, et toutes les femmes espagnoles ont dit basta. Alors basta, c'est en italien, hein, je suis désolée. Mais il y a eu effectivement les femmes espagnoles qui se sont aussi très fortement mobilisées, et puis le Parti socialiste qui a été à la hauteur. Donc clairement, je pense qu'avec et François Hollande et Emmanuel Macron, on a raté le coche ces 10 dernières années en refusant de mettre des moyens sur les politiques publiques.
vous imaginez pas, par exemple, dans quelles conditions les associations de terrain qui gèrent, par exemple, le 3919, etc., travaillent. Enfin, c'est inimaginable. Elles travaillent avec rien. Enfin, c'est du système D aujourd'hui. Est-ce qu'une autre personne voudrait prendre la parole? Oui, madame. Est-ce que vous avez quelque chose d'un peu positif aussi, je sais pas, sur la lutte pour apporter ses fruits Ah oui, je ne voulais pas vous déprimer. Non, mais attendez là. Parce qu'effectivement, il y a des sujets durs, mais en fait, je suis en train justement de vous dire qu'on est en train de gagner toutes les batailles là, en fait. C'est-à-dire qu'avant, il y avait le silence. Là, on fait exploser le silence, donc c'est un peu dur. Et puis en ce moment, en plus, tout ce qui se passe sur les violences sexuelles en politique, etc., c'est quand même ultra, ultra violent en termes de débat. Mais clairement, en fait, on est en train de gagner la bataille culturelle. Comme je disais, il n'y a pas assez de moyens dans la politique publique. Mais moi qui commençais le militantisme féministe il y a une dizaine d'années, je pense qu'on marque des points et on ne fera pas machine arrière. Sur la question du viol, il faut être clair. Une affaire comme PPDA, par exemple. Donc PPDA, aujourd'hui, il a 70 femmes qui l'accusent de l'avoir violée. Il est évident que pendant 30 ans, il violait des femmes dans son bureau. Soyons clairs, c'est que la médiatique, peut-être qu'on n'aura jamais de procès de PPDA parce qu'il y a prescription, etc. Donc on est en colère, on dit PPDA, voilà, il n'y a pas de procès pour Polanski, il n'y a pas de procès pour PPDA, etc. Mais pour autant, ça envoie un signal très fort. Ça envoie un signal très fort parce qu'on a gagné une des batailles, c'était la honte doit changer de camp. Et aujourd'hui, celles qui sont sur les plateaux télé et qui disent les choses, ce sont les victimes de PPDA, et PPDA, il se cache tout petit, et surtout, il donne un signal très fort à l'ensemble des agresseurs, en disant, attention, voilà ce qui peut, toi, t'arriver, si tu commets des viols, et aujourd'hui, il ne pourrait pas y avoir de PPDA qui, 2 fois par semaine, fait monter à son bureau une jeune stagiaire ou une jeune femme qui souhaiterait se lancer dans le journalisme. Ce ne serait plus possible, je pense, et donc on est en train de gagner des batailles décisives. Je vous le dis, franchement, moi je suis plutôt positive en fait. C'est une bataille difficile, mais avec très peu, on est en train de changer le monde, hein, franchement. Et puis même sur, je sais pas, le congé paternité, on a avancé. Je pense que la place des pères, en fait, c'est quand même aussi une question. On parlait de maternité tout à l'heure. En fait, on a quand même des évolutions positives sur l'implication des pères dans l'éducation des enfants, dans le fait que les femmes n'acceptent pas ce qui était tu ou accepté ou normal il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est la première des victoires. Enfin, c'est positif. Hein. Enfin, je non, franchement. Non, mais c'est vrai. Et puis même quand on voit la littérature du moment, Oui. je ne sais pas ce que vous en pensez Céline, mais la littérature du moment fait du bien aussi. Alors c'est sûr qu'on parle de constats qui sont accablants, mais votre livre fait partie des livres aussi positifs avec justement des outils et pour justement rendre les choses plus optimistes et avec beaucoup plus d'espoir. Et il y a un backlash antiféministe en ce moment, soyons clairs. Mais je vous conseillerais, on me demandait tout à l'heure les livres que je conseillerais, je vous conseille aussi l'historienne qui s'appelle Christine Barr, qui a écrit une histoire des antiféminismes. Et il y a une citation de Christine Delphi qui dit « Quand on dit que j'exagère, c'est que je suis sur la bonne voie ». En fait, aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de critiques. Hein. Il y a un backlash, tout ça, les néo-féminismes. On a eu cette semaine quoi? On a eu le macartisme. Enfin, on a eu plein de choses là. Cette semaine, ça a été un festival du bingo antiféministe. Mais en fait, dans l'histoire féministe, dans l'histoire des luttes, toutes les féministes ont été arrachées les victoires avec les dents, quoi, je dirais. Hein. Il faut rappeler quand même que les suffragettes, elles posaient des bombes pour obtenir le droit de vote. Hein. On s'en souvient plus, mais en Angleterre, elles posaient des bombes, quoi. Donc, quand on dit qu'on exagère, finalement, on est assez sympa parce qu'on n'a pas encore posé de bombes à la génération MeToo. Et elles étaient au taquet, et elles ont mis plusieurs décennies pour obtenir le droit de vote, et ça c'est un acquis sur lequel on ne reviendra jamais. Et revenez aussi sur Simone de Beauvoir en 1949, quand elle sort Le deuxième sexe, elle est insultée, vilipendée, elle est traînée dans la boue, mais par tout le monde, hein, gauche comme droite, même tous les intellectuels de gauche lui crachent dessus. Les années 70, pareil, Gisèle Halimi qu'on célèbre et qu'on veut panthéoniser,
elle était conspuée à la sortie du viol de 1960, pardon, du procès pour le viol de 2 femmes lesbiennes en 1978, qu'on appelle le procès d'Aix, qui est un autre des procès qu'elle a mené. On lui crache dessus, elle est conspuée, elle est poussée. Et en fait, je pense que c'est là où est l'utopie féministe, c'est de savoir qu'on est dans le bon sens de l'histoire et qu'on avance. Enfin, et ça, franchement, le patriarcat, on va le mettre par terre, quoi. Et donc, vraiment, relisez les caricatures qu'on faisait des suffragettes à l'époque qui demandaient le droit de vote. C'est les mêmes arguments qui attaquent les féministes. On disait qu'elles émasculaient les hommes, qu'elles voulaient faire la guerre des sexes, je sais plus, enfin, il y a des caricatures complètement délirantes dans les journaux c'est parce je pense que la dureté du mouvement, des combats féministes vient du fait qu'on perturbe un statu quo. Voilà. Et comme on perturbe le statu quo, ça dérange. Et donc ça gratte, mais on est en train de remporter des victoires, vraiment. Mais venez avec nous par contre. va pas falloir qu'on soit seul. Moi, c'était juste pour réagir par rapport à l'interrogation. Moi, je suis arrivé un peu tardivement, mais du coup, moi, c'est ma première fois que je suis à Orléans, mais je suis juste de passage, là, je repars. Mais du coup, j'ai été impressionné de pouvoir tomber sur un événement comme ça, parce que moi, je viens d'Ariège. D'accord. C'est vrai que dans mon entourage, un mouvement féministe très fort là-bas, et je pensais que voilà, c'était dû au fait que j'étais en Ariège, voilà, dans une terre assez militante, et en fait, je vois qu'il se passe des choses dans un cadre comme ça, culturel, donc la bataille culturelle, voilà, on est dans un endroit où voilà, on y est, donc je pense que ça c'est hyper positif, quoi. Voilà, c'était juste ce petit retour que je voulais faire, quoi. Bah ouais, et en plus on est dans un endroit qui au départ est lié à l'architecture, et qu'est-ce qu'on voit? On voit une exposition avec que des femmes, ça c'était pas possible il y a 5 ans, il y a 10 ans, ça aurait été presque impensé, c'était un impensé le fait qu'il y ait peu de femmes dans les expositions, et là, le féminisme il est partout, hein. Il est dans les médias, il est dans la culture, il est partout, il est à l'éducation nationale, il est dans les interventions au milieu scolaire qu'on est en train de faire, il est dans les repas de famille, il est dans les milieux militants, mais pas que, ça déborde en fait, hein, ça déborde de partout. Vraiment, en fait, on est en train de gagner des points. Je suis ravie de savoir que l'Ariège est une terre féministe ancrée, mais en fait, oui, dès qu'on a un peu de militantisme et d'engagement politique, on a les questions féministes qui viennent et des nouvelles générations de femmes qui sont impressionnantes, franchement. Donc, franchement, on est sur le bon chemin. J'espère que ça vous a remonté le moral. Est-ce qu'il y aurait d'autres réactions, des questions? Est-ce qu'on a fait le tour? Ce soir, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Si vous voulez profiter de continuer quand même de discuter avec Céline Pic un peu en privé, on a prévu une petite séance de dédicace s'il y en a qui veulent. On a les petits livres si vous n'avez pas encore, vous avez peut-être amené le vôtre. En tout cas, voilà, pour profiter encore une petite demi-heure de ce petit moment avec un autre format. Et puis écoutez, on est ravis de vous avoir vu ce soir. Merci beaucoup, c'était passionnant à merci écouter. de nous avoir applaudi. Et donc, au plaisir de vous revoir une prochaine fois en tout cas, mais la soirée n'est pas finie. N'hésitez pas à profiter.